et j'ai le plaisir d'être avec Charlotte Dornelas ce soir. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Elliot. J'imagine que vous avez regardé les dernières semaines, c'est-à-dire qu'on passe les meilleures séquences de face à Philippe de Villiers, son analyse sur la saison. Ce qui est frappant, c'est qu'on va chercher dans des séquences qui datent d'il y a 6, 7, 8, parfois 9 mois, et que son analyse fait écho à l'actualité du jour. Assez troublant. Mais on a une nouvelle alternative. Et comme c'est la dernière, et je le dis aux téléspectateurs, c'est la dernière de la saison, on a décidé d'aller un peu plus loin. Non pas il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois seulement, mais de remonter sur les archives, les débats, les premiers combats de Philippe de Villiers. On va voir des séquences absolument saisissantes avec des hommes politiques qui sont encore présents. Ils se sont plantés surtout, mais ils sont encore présents. Et c'est très intéressant parce que parfois, c'est les mêmes questions qu'on se posait il y a 30 ans et qui reviennent dans l'actualité aujourd'hui. Comme quoi, les années passent. N'étant pas réglés, probablement. Les problèmes n'étant pas réglés, ils continuent à se poser. Voilà, exactement. Les années passent, mais les problèmes restent les mêmes. Revenons à l'actualité quand même cette semaine. Cette semaine, c'est la crise ouverte entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau, qui a bien connu Philippe de Villiers, qui a grandi aux côtés de Philippe de Villiers. Psychodrame sur la place publique dans un contexte où Emmanuel Macron et François Bayrou, vous savez que c'est devenu le tandem le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République. Eh bien, écoutez, c'était en juin dernier, Philippe de Villiers qui parlait de l'avenir d'Emmanuel Macron. Et pour Philippe, l'avenir d'Emmanuel Macron s'écrit en pointillés. Je suis venu pour dire la vérité. La vérité de mon cœur, la vérité de ce que je ressens. Pour la France, par amour de la France. Alors, vous m'obligez à aller au fond des choses. Allons-y. Le pays est bloqué. Et on sait tous qu'il est bloqué pour 2 ans. Ils le disent tous d'ailleurs. Il ne se passera rien. Rien ne bouge. C'est la statue de Baudelaire. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Là, les lignes sont immobiles. Il n'y a pas de mouvement. On est dans les affaires courantes, on est dans les dépenses courantes, on est dans la dette qui court après l'impôt. En fait, l'objectif de chaque ministre, c'est de se maintenir en équilibre pour ne pas tomber. Vous me direz, c'est déjà pas mal, mais c'est les barres parallèles, ça. Salto avant, salto arrière, je me maintiens et je repousse le moment de la catastrophe. C'est-à-dire, je m'approche de l'abîme, mais je ne regarde pas l'abîme et j'éloigne le moment où on va y tomber. En d'autres termes, on n'est plus dans la politique au sens du service sacrificiel. Je me sacrifie pour les Français. On est dans l'hédonisme et le consumérisme politique. Comme à la grande surface. Quant à Emmanuel Macron, qu'a-t-il fait ? Il a fait la morale aux Français en leur disant « Vous pensez de travers, vos priorités ne sont pas les bonnes. » Et il a ajouté « Moi, ma priorité, moi, la question centrale de mon mandat finissant, c'est le climat. » Alors là, on peut se dire il est déconnecté. Il n'est plus dans le réel. Il n'est plus dans le même océan. Il n'est plus dans les mêmes eaux. C'est-à-dire qu'il n'entend pas le cri d'appel, le cri de détresse qui monte de tout le pays. Il ne voit pas le long cortège des âmes suppliantes et qui lui disent « Monsieur le Président, protégez-nous. Monsieur le Président, faites en sorte que la peur change de camp. Monsieur le Président, on veut retourner chez nous. On n'est plus chez nous. Monsieur le Président, le pire exil pour un Français, c'est pas d'être arraché à son pays, c'est de ne plus rien y trouver de ce qu'il y a aimé. Monsieur le Président, faites quelque chose pour nous, rendez-nous la France. » Dans l'histoire de France, y compris l'histoire récente, quand un président sent que le pays lui échappe,
et qu'il y a une distorsion entre lui et son peuple, il s'en va. On pense à Mitterrand en 1924, on pense à Coty en 1958, et on pense au général de Gaulle en 1969. Il s'en va. Alors moi, je m'adresse au président de la République en lui disant ceci. Monsieur le Président, vous voyez bien l'état du pays. Il n'y a plus d'obéissance, d'assentiment. Vous souffrez de ce qu'on appelait à Rome l'odium plebis, la haine du peuple. Vous n'avez plus la main, vous ne savez plus prévenir, vous ne savez plus réconforter, apaiser. Alors, il faut partir. Et cette question, Charlotte, à la rentrée, elle va se poser. Évidemment, il sera de la question de la censure avec le budget, peut-être la question de la dissolution, puisque depuis le juin dernier, Emmanuel Macron a la possibilité, mais il a utilisé toutes ses cartouches. 2 ans, c'est long, peut-être trop long, et la question de la démission pourrait se poser. C'est-à-dire que la question s'est déjà posée pendant l'année. On a vu, Philippe de Villiers vient de l'expliquer en long et en large, pourquoi. Alors, en plus, pour remettre dans le contexte du 13 juin où Philippe de Villiers parle, et cette semaine où on a encore vu un affrontement entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron, à l'époque, Emmanuel Macron reproche, sans citer Bruno Retailleau, à certains de brainwasher, c'est-à-dire de laver le cerveau des Français en leur faisant croire que le sujet de la sécurité, ou de l'insécurité en l'occurrence, est important, alors qu'en effet, et Philippe de Villiers en parle, il est en train de tourner une émission sur les océans et l'avenir climatique sur le sujet précis des océans. Donc il y a déjà cette fracture entre les deux. Et si la question de la démission d'Emmanuel Macron, en tout cas de son départ, aujourd'hui se pose avec insistance depuis 1 an, c'est en raison, de la dissolution, et on a vu la dissolution qui a surpris tout le monde, et le résultat de la dissolution qui n'offre pas de majorité, c'est une première chose. La question de son gouvernement, où le gouvernement lui-même et les ministres qui y participent ont expliqué pendant les premiers mois que c'était pas du tout une cohabitation, que c'était une coproduction. Vous vous souvenez, on avait eu une infinité de mots qui étaient nés dans les esprits, et puis au bout de quelques mois, et c'est ce que Philippe de Villiers vient de raconter, au bout de quelques mois, on se pose la question du blocage, tout simplement, de comment est-ce qu'on avance. Le seul moyen de ne pas passer, on va dire, par une assemblée bloquée, c'est éventuellement de compter sur les Français. Or, Emmanuel Macron a beaucoup parlé de référendum ces dernières années, sans jamais acter la chose, et certainement pas sur les sujets, en l'occurrence, qui intéressent les Français sur la question de la sécurité ou même la question de l'immigration. Il l'avait promis au moment des Gilets jaunes. Il n'en a jamais été question. Donc oui, cette question, elle s'est posée toute l'année. Je ne vois pas pourquoi elle ne se reposerait pas à la rentrée, d'autant que la question du budget va s'inviter. On commence avec nos archives. Charlotte, je pense aux téléspectateurs, avec un face-à-face. Et pour commencer, on va faire un face-à-face Philippe de Villiers, Harlem Désir. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Le sujet à l'époque, on est en 1992, c'est la question « Qu'est-ce qu'être français ?» Vous imaginez 33 ans plus tard. Question toujours interdite, François Bayrou. Et il a voulu se poser la question, François Bayrou, en début d'année. 33 ans plus tard. Première séquence, Philippe de Villiers qui revient sur sa définition de l'identité nationale. Être français, c'est faire alliance avec un héritage spirituel dans lequel on puise des modèles. On fait alliance avec cet héritage, soit par fait d'hérédité, je suis français par filiation parce que mes parents sont français, soit par un acte de la volonté, mais pas comme un porteur de part d'une société anonyme, mais plutôt comme Edgar Morin qui dit, et c'est magnifique, il dit « J'ai pleuré à Alésia, j'ai aimé ses héros, j'ai admiré ses victoires. Je suis devenu français par un processus d'identification. » Deuxièmement, être français, c'est parler français, c'est penser en français. Puis enfin, être français, et c'est très important. C'est aussi important, c'est même plus important parfois selon les moments. Quand la France est menacée, ce qu'on appelle alors la patrie. La France est une idée morale, une idée nécessaire à la civilisation. Sa définition, je vous propose maintenant l'échange qu'ils ont eu sur la notion de l'identité nationale et cette question donc, qu'est-ce qu'être français ? L'identité de la France est-elle en danger ? La façon dont cette question et sa formulation, la façon dont elle est véhiculée par un certain nombre de gens, son contenu, ce qu'elle sous-entend, relève aujourd'hui de l'utilisation d'une peur et d'un fantasme. C'est être un peu l'héritier
de ces valeurs qui, depuis la Révolution française, ont fait le tour du monde. Ces valeurs qui sont celles de la République. Philippe de Villiers n'a pas parlé de la République, et je trouve ça assez singulier, parce que la France, c'est la République, garante des libertés avec la laïcité, garante de l'égalité avec la citoyenneté, l'abolition des privilèges depuis la Révolution française, garante de la fraternité avec l'égalité sociale, la protection sociale. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne fais pas commencer la France en 81 comme Jacques Lang, quand on passe de l'ombre à la lumière. Pas non plus en 1789. Et je considère que les valeurs républicaines, qui faisaient dire à Péguy, la mystique, c'est quand on meurt pour la République, la politique, c'est quand on en vit. C'est une phrase profonde, superbe et d'actualité. Eh bien, ces valeurs républicaines, ce sont les valeurs de la France. Il y a eu des césures, il y a eu des fractures, mais finalement, on les retrouve, ces valeurs de la France. Les valeurs de la res publica, de la chose publique. On peut les énumérer en 3 phrases. Les valeurs institutionnelles, la séparation des pouvoirs, cher à Montesquieu. Il y aurait beaucoup à dire en ce moment sur la séparation du pouvoir judiciaire. La distinction du temporel et du spirituel, du religieux et du politique. C'est une vieille notion occidentale et en particulier française. Voilà pour les valeurs institutionnelles. Valeurs civiques. J'ai regardé, moi, entre guillemets, le catéchisme de Jules Ferry. Et il dit 4 choses. Il dit respect des familles. La famille, on n'en parle plus aujourd'hui. J'espère que ce soir, on va en parler à propos de la démographie, parce que l'identité française, elle est menacée parce que la France ne fait plus d'enfants. Et je ne vois pas comment on pourrait résoudre les problèmes de l'immigration s'il n'y a plus d'enfants français. Car ce sont les enfants français qui intègrent, qui assimilent les petits-enfants étrangers. On y vient en menace. D'ailleurs, enchaînez si vous le souhaitez sur les menaces. Troisièmement, toujours Jules Ferry, les valeurs républicaines, enseignées dans l'instruction publique à l'école, l'enracinement du patriotisme dans l'histoire de France. Ça, il y était très attaché. Et enfin, la vénération de ce qu'il appelait la vénération des symboles, c'est-à-dire la Marseillaise, le drapeau et les modèles. Et puis enfin, les valeurs morales. Il y a des lexicologues, des spécialistes des mots, qui ont étudié les lettres envoyées par les soldats de 14-18 à toute leur famille en France pendant la guerre de 14-18. Et c'est tout à fait fascinant. Ils ont découvert qu'il y avait un seul mot qui revenait, qui dominait tous les autres. Les mobilisés de 14-18, les soldats français, les poilus qui étaient dans la tranchée, quelle que soit l'école, école catholique ou école publique, prononçaient le même mot. Papa, maman, je fais mon devoir. Mon fils, tu fais ton devoir. C'est cette notion de devoir qui réconciliait tous les Français, c'est-à-dire qu'il y avait une morale publique commune, il y avait une morale privée commune. Bien. Eh bien, ces valeurs-là, ce sont les valeurs de la France, voilà, de toute la France, de Jaurès, de Barrès, de la gauche, de la droite, et elles sont au-dessus de nous, ces valeurs. Et c'est pourquoi la France est un acte d'amour, et c'est pourquoi la France a été inventée par la charité. Ça vous laisse sans voix, Charlotte? Non, mais débat ô combien d'actualité, parce que de fait, cette question, d'abord, personne n'y a répondu. Alors, il faut voir, là, on est en 92, c'est l'époque aussi de la célébration du bicentenaire de la Révolution française. En France, il y avait des énormes célébrations. Philippe de Villiers s'était largement opposé à l'invisibilisation à l'époque de la part sombre de la Révolution, à savoir la terreur. Hein. C'est l'histoire évidemment de sa vie et de sa création au Puy du Fou. Donc il y avait déjà cette ambiance-là. Donc qu'est-ce qu'être français à ce moment-là? C'est aussi une question qui se pose. Est-ce que être français, c'est simplement une idée, ou est-ce que français, c'est aussi un héritage? Et c'est la rupture absolue entre la gauche et la droite. C'était vrai à l'époque. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on a perdu en substance parce qu'on a aussi une classe politique un peu moins substantielle, de fait, dans ces débats, peut-être un peu plus superficielle. Mais cette question de savoir est-ce que nos valeurs, liberté, égalité, fraternité, ce qu'on appelle les valeurs de la République aujourd'hui, et dont on parle beaucoup dans les débats, est-ce que ces valeurs, elles s'incarnent dans un pays qui a 1500 ans d'histoire et qui a donné un sens particulier à la liberté, à l'égalité ou à la fraternité? Ou alors est-ce que la France est simplement un endroit dans lequel vient qui veut avec ses propres définitions de ces termes-là? Donc est-ce qu'il y a un héritage ou simplement une idée? Je crois que ce débat, il est toujours actuel. Et quand François Bayrou, il y a quelques mois, dit on va se poser la question de savoir ce qu'est être français, c'était déjà une question d'extrême droite. Donc on n'a pas beaucoup progressé. On l'avait accusé à l'époque en se posant simplement la question. Vous imaginez que 92, il parle déjà de la natalité. C'est un débat qu'il y a eu cette semaine, puisque pour la première fois, il y a plus de Français qui meurent que de Français qui sont en train de naître. Donc on est vraiment 30 ans plus tard. Et la question qui était posée dans cette émission, c'était l'identité française est-elle menacée? Vous imaginez comme quoi les choses peuvent
rester finalement... Mais on voit que c'est un débat, ce qui est intéressant. Mais ce qui est fou, c'est que son discours n'a pas changé en 30 ans. Non, et quand on voit dans les archives, on voit que l'identité française est-elle menacée. C'est un débat même qui existe au sein de la France elle-même. C'est pas simplement une question portée par la question migratoire. Elle est peut-être aggravée au sens gravité par la question migratoire, mais elle se pose déjà en France. Est-ce que nous sommes entre Français, entre guillemets, d'accord sur cette question? La preuve que non. Revenons, on jongle entre les archives et les meilleurs moments de la saison, des déclarations de Philippe de Villiers qui font écho, je le disais, à l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est également l'Algérie. On voit que le rapport de force se poursuit entre la France et l'Algérie. De l'année. Oui, c'est ça. C'est depuis. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une cristallisation diplomatique depuis le 16 novembre dernier et l'arrestation arbitraire de Boualem Sansal, qui est donc toujours détenu par le régime de Tebboune, tout comme Christophe Glaise. Et on pense évidemment à nos deux compatriotes, Philippe de Villiers, qui en avril dernier disait « ça commence à faire long là ». On nous a promis une riposte graduée, on l'attend encore. Et visiblement, il faut attendre le mois de juillet pour voir les premières mesures de rétorsion. Et encore, on en est très très loin. Philippe de Villiers, le 11 avril dernier, très précisément. C'est un État confédéré. Ce n'est plus un État unitaire, confédéré à l'Algérie. On parle de 6 millions ce matin. Chez Pascal Praud, Xavier Driancourt parlait de 6 à 7 millions d'Algériens en plusieurs générations en France et qui pèsent sur l'État. Et donc, le gouvernement en a peur des émeutes. Et on ne fait rien. Riposte graduée. Il n'y a plus de représailles massives. Riposte graduée. Parce qu'on a peur. Voilà. La première soumission d'un État confédéré. La deuxième soumission, c'est la soumission à Bruxelles. Vous savez que Bruxelles a été saisie. Et Bruxelles n'a pas voulu répondre. Bruxelles n'a rien dit. Pourquoi? Parce que Bruxelles est en train de négocier un accord gazier. 20% du gaz européen vient de là-bas, entre l'Algérie, l'Azerbaïdjan, etc. Tous nos amis, les amis de Madame von der Leyen, l'impératrice. Et la troisième soumission, c'est la dimitude. En fait, ce que pense Emmanuel Macron, je suis sûr, s'il était en face de moi, je lui dirais les yeux dans les yeux, je sais ce que vous pensez, le dossier n'est pas très bien et pas défendable. Pourquoi? Parce qu'il sait, il a entendu comme moi la phrase de Boualem Sansal. Ah, vous parlez de choc de civilisation, messieurs. Il n'y aura pas de choc de civilisation parce que vous êtes déjà couchés. Et je me souviens un jour de Boualem Sansal qui me disait, vous savez Philippe, c'est pas le fait de se mettre à genoux qui est honteux. C'est le fait de ne pas s'en rendre compte. Et cette déclaration, donc j'ai dit avril, c'était en mars, si je ne m'abuse. Mais c'est encore une fois d'actualité. Mais on oublie parfois les déclarations d'Emmanuel Macron qui disait qu'il avait confiance finalement dans la diplomatie algérienne et en M. Tebboune. Diplomatie qu'on peine à voir, vous savez, c'est toujours la même histoire. En effet, on a eu toutes les étapes. On nous a dit non, il faut rester discret parce qu'en coulisses, ça s'active. Ensuite, on a eu cet affrontement sur la réponse graduée ou non qui n'a pas eu lieu, en tout cas qui n'a pas été porté à notre connaissance et qui n'a pas porté des fruits, ni sur Boualem Sansal, ni sur Christophe Glaise, ce journaliste qui depuis a été incarcéré aussi en Algérie. Donc ce que dit Philippe de Villiers aujourd'hui, c'est une opposition sur le ressort diplomatique, opposition qui existe au sein du gouvernement lui-même. Et en effet, malheureusement, fin juillet, rien n'a changé pour ces deux Français. Je suis sûr, Charlotte, que je vais vous surprendre avec les archives. Et il y a déjà beaucoup de messages. Il y a déjà beaucoup de messages. Un téléspectateur qui disait « Comme ça fait du bien de revoir ces débats du passé, quelle différence de niveau politique des politiques de l'époque en comparaison avec des bouillies verbales d'aujourd'hui. » Ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Nouvelle archive de Philippe de Villiers, cette fois un débat, un échange avec Jacques Lang. On est en 1996. La question centrale, c'est la question des quotas. Vous savez, la place des femmes dans la vie politique et même dans l'entreprise. Philippe de Villiers, n'en déplaise aux féministes du jour, va donner une leçon de féminisme au ténor du Parti socialiste. Je ne crois pas à l'égalité des femmes et des hommes, parce que je crois que les femmes nous sont supérieures. D'abord parce qu'elles nous mettent au monde, et ensuite, statistiquement, elles nous enterrent. Ensuite, je crois, comme Jacques Lang, que c'est un véritable scandale de voir que la moitié du corps électoral ne soit pas finalement représentée.
Je crois que si les femmes étaient plus nombreuses à l'Assemblée nationale, par exemple en 1998, beaucoup de problèmes, le code du travail, la politique de la famille, la politique de l'école, seraient traités différemment. Alors, vous êtes d'accord ? Sous bénéfice d'inventaire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la déduction que vous faites, Jack Lang, pour aller à cette idée des quotas. Alors pourquoi ? Parce que c'est une forme de mépris de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple je dis à Arlette Chabot, tiens, je vais vous demander d'être candidate pour le mouvement pour la France dans le Loir-et-Cher en 98. Chacun va me faire la même proposition. Oui. Mettons, alors et alors je vous explique, voilà, c'est pas parce que vous avez du talent, c'est pas parce que vous êtes compétente, c'est pas à cause de votre personnalité, mais voilà, il faut que je remplisse mon quota de femmes. En d'autres termes, la notion de quota, c'est l'idée sous-jacente que les femmes ne seraient pas capables par elles-mêmes, par leur propre mérite, d'accéder au mandat public et aux responsabilités. Et puis cela suppose, cela sous-entend, cela amène une dérive de la société française. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis la discrimination positive, et qui finalement transforme le peuple français en une sorte de juxtaposition de communautés ou de minorités sexuelles, ethniques, corporatistes ou autres. Et ça, je ne l'accepte pas, parce que la France est une entité solidaire, avec une communauté de destin, et je m'étonne que Jack Lang, le grand pourfendeur du modèle américain, nous propose d'importer en France le modèle du politiquement correct. On est en 1996. Philippe de Villiers nous alerte sur le wokisme d'aujourd'hui. Exactement, pour ceux qui pensent que le wokisme est né il y a 2 ans, 6 mois, 1 an et demi, dans les arcanes de la Sorbonne, eh ben, c'est pas exactement ça. En effet, la question se posait sans que le mot ne se pose, sans que ce soit aussi massif. Elle s'est posée petit à petit. Mais en effet, cette question à la fois de l'indifférenciation et de la revendication des particularités, c'est très étonnant. À la fois, il faut absolument se trouver une particularité, la revendiquer contre le groupe, et à la fois revendiquer aussi l'indifférenciation. Donc on veut le beurre et l'argent du beurre, et on en est encore là. Et c'est en effet toute notre actualité sur la question des revendications des minorités. Et puis vous savez, plus vous en demandez, plus il faut chercher des nouvelles revendications. Donc on en arrive à des choses peut-être un peu plus absurdes, en effet, que ces débats qui semblent encore très rationnels. La publicité, on revient dans un instant. Encore de nombreuses archives à découvrir. Je vous promets, par exemple, j'en donne une avant la publicité. Un débat, du moins un échange avec un certain Arnaud Montebourg sur la mondialisation heureuse. Tiens, restez avec nous. Quasiment 19h30 sur CNews et on poursuit les meilleurs moments de Face à Philippe de Villiers avec vous, Charlotte Dornelas, et on se replonge dans les débats, les analyses, les alertes de Philippe de Villiers, pas seulement cette année, mais grâce aux archives. C'est un travail de recherche que nous avons fait avec Yael Benamou, que je salue et je le remercie. Et c'est très intéressant de voir à quel point les discours, les débats, les échanges à l'époque étaient finalement les mêmes 30 ou 40 ans plus tôt. Parlons, parce qu'on alterne entre les archives et l'actualité, parlons de la France insoumise qui s'est félicitée vendredi, comme le Hamas d'ailleurs, aujourd'hui, de la reconnaissance de l'État de Palestine en septembre prochain, annoncé par Emmanuel Macron. C'est un sujet où il devient de plus en plus dur, Charlotte, d'avoir un débat serein sur ce sujet. Les élus d'extrême gauche qui ont fait sauter quelques digues depuis le 7 octobre et marchent sur un fil de plus en plus fin entre accusations d'apologie de terrorisme, accusations d'antisémitisme. En novembre dernier, nous parlions de la France insoumise avec Philippe de Villiers, qui était accusé pour certains d'apologie de terrorisme. Écoutez Philippe de Villiers. La posture idéologique qui est derrière tout ça, c'est l'inversion victimaire. C'est-à-dire le décolonialisme justifie le terrorisme. Israël est un État colonial. La France est un État post-colonial. Donc résister, fût-ce sous une forme terroriste, c'est un acte de salut public. Inversion victimaire. Ce sont les terroristes qui sont les victimes.
En fait, cette inversion victimaire, elle vient chercher dans le vieux fond de clichés de la gauche. Premier cliché, le juif plutocrate. Proudhon, Jaurès, la gauche pré-Dreyfusarde, qui était violemment antisémite. Ensuite, deuxième cliché, le français colonialiste. Ça, ce sont les porteurs de valises du FLN. Et enfin, je dirais surtout l'Occident prédateur. Un autre cliché, ça c'est Sartre, dans la préface des Damnés de la Terre de Frantz Fanon, quand il dit abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer un oppresseur et un opprimé, reste un homme libre et un homme mort. Sartre appelle au terrorisme. En réalité, derrière tout ça, il y a la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui promène deux projections imaginaires dans l'air du temps. La première projection imaginaire, c'est la créolisation des urnes, arrivée par les urnes, si c'est possible, avec le nouveau peuple créolisé. J'utilise le mot créolisé qui est de lui, hein. Il n'est pas de moi. Et la deuxième projection imaginaire, c'est l'apocalypse insurrectionnelle. 1848, les barricades. Il hésite entre les deux. Il avisera au moment opportun. Et derrière cette stratégie, il y a un messianisme révolutionnaire de ce qu'on appelle désormais, dans la presse tous les jours, la rue arabe. Vous vous rendez compte où on en est? Et la rue arabe, en fait, c'est trois groupes de personnes qui agissent. C'est les frères musulmans qui pratiquent un islamisme conquérant. C'est la vieille gauche qui pratique un antisémitisme de bonne aloi dans les banlieues, pour être capté tout de suite. Et enfin, ce sont les wokistes, avec un anti-occidentalisme, lui aussi de bonne aloi, quand on veut s'en prendre aux États coloniaux et qu'on veut les recoloniser. C'est simple, le musulman est appelé à remplacer le prolétaire dans la fonction rédemptrice de l'opprimé. La stratégie est simple. Et je vais vous dire quelque chose à tous les deux. Quand j'ai entendu ça, j'y ai pas cru. Apologie du terrorisme. Et je me suis dit ce que je me dis souvent et que je voudrais redire ce soir. La France porte le deuil d'une grandeur défunte. Elle a connu dans son histoire bien des malheurs. Elle s'est toujours relevée. De toutes les épreuves traversées, elle a gardé une mémoire douloureuse, mais victorieuse. Et là, pour la première fois, elle affronte, et peut-être même sans le savoir, la crainte de disparaître. Et ça rejoint sa réflexion, notamment dans Mémoricide. Le pronostic vital de la France est engagé, Charlotte Dornelas. Mais oui, il y a un pronostic vital engagé, en tout cas dans la bouche de Philippe de Villiers, qui revient à deux titres. C'est un pronostic vital engagé sur la France par rapport à elle-même, à la manière dont elle se conçoit et dont elle veut poursuivre ou non son aventure. Et là, on recolle avec le débat précédent, qu'est-ce qu'être français ? Question à laquelle Philippe de Villiers apporte une réponse et à laquelle il aimerait que la France elle-même apporte une réponse, et par le biais de l'immigration, où beaucoup d'immigrationnistes ont pensé pendant des années, et c'est d'ailleurs un de nos problèmes aujourd'hui, que les hommes à travers le monde étaient interchangeables à une condition, et c'est là qu'on recolle avec cette question d'apologie du terrorisme,
les hommes sont interchangeables, mais l'Occident est toujours coupable. Il y a cette lecture qui est restée bloquée au moment où l'Occident a eu son expansion partout dans le monde et qu'elle doit aujourd'hui payer de manière ontologique. Elle est responsable de tous les maux. Et en effet, c'est le lien entre la question de l'Algérie, il parle des porteurs de valises du FLN, jusqu'à aujourd'hui, avec ceux qui même au détour d'une phrase, expliquent que les basses œuvres du Hamas sont certes condamnables, mais ne sont-elles pas nécessaires? Vous voyez, c'est cette double question en permanence. Et donc, parce qu'il y aurait un mal pire encore que le fait d'aller assassiner des innocents. Et ça, en effet, c'est une tradition bien triste dans une partie de l'extrême gauche qu'il vient de retracer là. Vous êtes chaque vendredi soir toujours plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie bien évidemment. Et désormais, vous savez, Charlotte, même dans la rue, les gens nous interpellent en disant « mais c'est incroyable cette émission, c'est un ovni dans ce monde médiatique, merci ». Mais Philippe de Villiers, je ne comprends pas, on revoit des archives, on le redécouvre. Comment se fait-il qu'il n'a pas été entendu plus tôt ? La réponse à cette question, c'est peut-être aussi ce qu'il y a dans le livre de Jean Sévillat, Le terrorisme intellectuel. Et à l'époque, dans les années 90, les médias avaient bien plus de poids qu'aujourd'hui, parce qu'il y en avait moins, et parce qu'un rendez-vous politique en 92, par exemple, c'est un rendez-vous qui est vu par des millions de personnes. Et les journalistes à l'époque avaient la possibilité, le pouvoir de faire et défaire un homme politique. Il y avait un climat autour de Philippe de Villiers. Il y avait une caricature qui était faite, un dessin. Voilà. Et pour comprendre le climat qu'il pouvait y avoir, je vous ai retrouvé une séquence, elle date de 1992. Écoutez bien la question qui va être posée à Philippe de Villiers. Comment il va être présenté, ses idées et la filiation qu'il y aurait entre quelqu'un et Philippe de Villiers. Regardez. Imaginez le climat. Alors, ça dure 1 heure, hein, bien évidemment. Vous avez compris qu'il y a des coupes, on ne peut pas tout passer. Mais vous arrivez sur ce plateau, on vous explique quel lien y aurait-il? Est-ce qu'il y en a un idéologique avec le maréchal Pétain? Certains de nos confrères ne se gênent pas pour poursuivre cette aventure vous avez raison. Intellectuelle, de fait, quand ils reçoivent certaines personnes. Mais moi, ce qui me fascine à chaque fois, c'est qu'on a expliqué... la réduction ad Hitlerum n'est pas nouvelle. Là, en l'occurrence, c'est ad Petenum. Bon. Et on explique que la trace précisément de cet héritage, c'est le fait de surfer sur les peurs. Pendant des années et des années, on a reproché à tous ceux qu'on classait à l'extrême droite, vous avouerez qu'ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Désormais, on a même François Hollande qui a été accusé d'être d'extrême droite, François Bayrou plus récemment. Donc, l'extension du domaine de l'extrême droite a été significative ces dernières années. Mais à chaque fois, on leur a reproché de surfer sur les peurs. Mais quand vous interdisez pendant des dizaines d'années certains sujets, non pas, on ne demande à personne d'être d'accord. On demande simplement de pouvoir exprimer des points de vue différents sur un sujet. En l'occurrence, j'imagine que c'est la question de l'immigration, qui est évidemment important dans la poursuite et l'avenir d'un pays, qu'on soit pour, contre, qu'on ait des réserves ou pas. Et on a expliqué que le seul fait de se poser cette question-là, c'était le retour des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Si ça, c'est pas surfer sur une peur, je sais pas comment ça s'appelle. Mais là, c'était pas la question migratoire, Charlotte, c'était la question des valeurs. C'est-à-dire qu'il parlait du travail, il parlait de la famille. Et donc, il y a effectivement cette référence naturelle. En effet, il y a la question de la famille et du travail et de la patrie, puisque j'imagine que c'est le triptyque. Et en effet, et d'ailleurs, c'est pour ça, alors je comprends mieux le passage, c'est pour ça qu'il parle des mots interdits au moment de l'URSS, et son contradicteur lui explique que les mots sont beaux. Mais donc, est-il possible simplement d'avoir du discernement et de se servir de nos intelligences, quitte à ne pas être d'accord, mais simplement de ne pas rattacher des mots simplement à des personnes, parce qu'il y a des personnes abominables et qui se sont illustrées par des actes atroces dans l'histoire et qui probablement disaient bonjour, disaient maman, disaient ami et disaient bonsoir également. Revenons justement et on continue de jongler avec l'actualité. La semaine dernière, on revenait sur les violences, vous savez, post-finale de Ligue des Champions avec la faillite politique selon Philippe de Villiers. Là, nous partons sur la faillite judiciaire, toujours selon Philippe de Villiers. La question de la justice, elle a été au cœur de l'actualité cette semaine. Et on voit bien que quand vous avez par exemple un garde des Sceaux qui prend des mesures qui sont... radicale, révolutionnaire, puisqu'elle n'était pas arrivée, par exemple, sur l'emprisonnement et la manière dont sont détenus les trafiquants de drogue les plus dangereux, eh bien, vous avez un syndicat de la magistrature qui va communiquer pour dénoncer fermement cette nouvelle mesure. Vous avez un détenu qui, par la voix de son avocat, va porter plainte contre Gérald Darmanin.
Et donc, parfois, vous avez aussi des réquisitions extrêmement fermes et une décision de justice qui n'écoute absolument pas le procureur. Cette faillite judiciaire, eh bien, pour lui, elle était très présente dans les tensions, les émeutes au soir de la finale de Ligue des Champions. Écoutez. Je viens d'apprendre tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, que la petite équipe qui avait mis des draps sur les femmes voilées de Saint-Denis va peut-être se prendre de la prison, en tout cas des réquisitions très sévères, pour avoir voilé les voiles, les femmes voilées, qui était une provocation insensée au regard de l'histoire de France. Les boulangers, il y en a 25 qui ont une procédure contre eux parce qu'ils ont voulu ouvrir le 1er mai. Et là, la main est lourde. La main de Thémis est lourde. La balance n'a pas hésité. Et puis il y a ce policier qui a voulu nous protéger et qui se retrouve en cour d'assises. C'est horrible. Donc où est la justice quand, pendant ce temps-là, elle multiplie le sursis pour les malfrats en expliquant que tous ces casseurs, en fait, doivent avoir une nouvelle chance, etc. D'où ça vient, tout ça? Ça vient du changement de doctrine pénale. Et là aussi, je vais dire quelque chose que personne ne veut dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une figure iconique, c'est Badinter. Badinter, il a pris la défense sociale nouvelle, la théorie de Marc Ancel, et il l'a adaptée. Et tout le monde dit « Ah, Badinter. » Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette nouvelle doctrine pénale? Dans cette nouvelle doctrine pénale, la peine n'est plus dissuasive, punitive, réparatrice, c'est la réadaptation sociale. Ce qui faisait dire à Taubira, la prison, c'est une folie. Et donc, dans ce cadre-là, pour Badinter et pour tous les idéologues de la défense sociale nouvelle, depuis 50 ans, depuis 60 ans, la prison, c'est une folie. Ce qui compte, c'est la réadaptation sociale. D'où la dame, la procureure, qui explique qu'il faut qu'ils fassent des stages de citoyenneté, etc. Tu parles, pour nettoyer le gazon dans les parcs. Bon. Et donc, en fait, dans ce système, c'est l'inversion victimaire. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font, les juges? Ils adaptent la doctrine de la défense sociale nouvelle, c'est-à-dire qu'ils disent, en gros, ces délinquants, ils ont des excuses et même des raisons de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont des excuses parce qu'ils n'ont pas eu de père, parce que les banlieues, parce qu'ils sont pauvres, etc. Et des raisons parce qu'en fait, on n'a pas fait la politique de la ville comme on aurait dû la faire. Il faut mettre encore plus d'argent. On a mis 200 milliards, ça n'a pas suffi. Voilà. Et donc, en fait, c'est une justice dévoyée. Il faut renverser la pyramide, remettre la justice d'aplomb. Ça veut dire que le sursis, c'est un permis de récidive. Il faut supprimer le sursis. Il faut supprimer les courtes peines. Il faut faire, Elliot, une loi d'exception qui retrouve l'esprit de la loi anti-casseurs pour que toutes les bandes soient prises dans leur ensemble et sanctionnées dans leur ensemble. Et j'ajoute 2 choses, Geoffroy, qui vont peut-être vous surprendre. Il faut revoir complètement l'école de la magistrature, complètement. Il faut la refaire complètement. Faire rentrer des gens, 1/3 des gens doivent rentrer par l'extérieur, des commissaires de police, etc. Aérer la justice, aérer le prétoire. L'école de la magistrature, aujourd'hui, c'est une école idéologique. Et deuxièmement, c'est l'école du syndicat de la magistrature. Et deuxièmement, interdire le syndicat de la magistrature. Il y a 33% des juges qui jugent en fonction d'une idéologie qui est celle du syndicat de la magistrature. Or, le syndicat de la magistrature, il veut détruire la société. 33% des juges qui sont syndiqués sont issus du syndicat de la magistrature. C'est un sujet qui a été majeur cette semaine. Je le disais, c'est ce syndicat qui condamne fermement Gérald Darmanin, qui va aujourd'hui produire ces prisons de haute sécurité
en mettant hors d'état de nuire des gens qui ont du sang sur les mains parfois. Mais l'avocat en l'occurrence de ce détenu qui porte plainte contre Gérald Darmanin, se sert du droit administratif tel que dicté par le Conseil constitutionnel. Et là, je reviens au début de la déclaration de Philippe de Villiers. Au-delà de la question de tel ou tel magistrat et de tel syndicat de la magistrature qui pose la question de l'impartialité qui est imposée aux magistrats, ça, il n'y a aucun doute. Au-delà de cette question-là, on a une vision de la justice et ce que développait Philippe de Villiers au début, qui date de longues années. Et quand le code pénal vous écrit noir sur blanc que la prison doit être l'ultime recours quand tous les autres ont été épuisés, c'est pas tel ou tel magistrat, c'est notre vision globale de la justice. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Au début, il a donné des exemples où la justice frappe fort. Et il en donne d'autres. Ensuite, il passe sur les émeutiers qui, eux, ont des excuses. On a une vision de la justice qui s'attarde aujourd'hui beaucoup plus sur la personnalité des personnes qui sont jugées que sur leurs actes. Donc il y a eu un dérèglement et donc selon que vous aurez telle ou telle personnalité, la justice sera ferme ou non. Là c'est un problème de vision et même de vision politique qu'il faut que la classe politique prenne à bras le corps au-delà, encore une fois, de tel ou tel magistrat, parce que sinon c'est absolument désespérant. Chose promise, chose due, Charlotte Dornelas, et je pense aux téléspectateurs, avant la publicité, je vous ai dit, parmi les archives qu'on va redécouvrir, il y a ce débat avec Arnaud Montebourg. On est en 1999. La question, c'est la mondialisation, c'est le commerce, c'est l'Europe, avec Philippe de Villiers qui voulait défendre évidemment le commerce français, l'agriculture française, la préférence agricole et agriculturelle française, des termes qu'on a retrouvés ensuite. 26 ans plus tard, 26 ans trop tard, Philippe de Villiers qui alerte sur une Europe soumise à la puissance américaine. Et on est en train de négocier avec un genou à terre les droits de douane actuellement. Philippe de Villiers. Finalement, à force de faire cocorico, qui va entendre le petit coq gaulois dans le marché du monde, qui, je le rappelle, aujourd'hui, sur les marchés financiers, il s'échange 1500 milliards de nos francs, c'est-à-dire l'équivalent de ce que nous produisons en une année. Ça s'échange en une journée. Est-ce qu'avec nos 200 milliards à la Banque de France, on a les moyens de lutter contre ça? Et finalement, est-ce que l'union ne fait pas la force? Est-ce que pour imposer des normes sociales, qui est un des credos de la gauche, est-ce que pour imposer des normes environnementales, qui est aussi un des credos de la gauche, et pour imposer une souveraineté, qui est aussi finalement un point sur lequel nous pouvons nous retrouver avec ceux qui réclament l'application, la supériorité de la politique sur l'économie. Est-ce que finalement, ce n'est pas un discours un peu démagogique? Monsieur Montebourg, vous ne pouvez pas penser un instant, je ne mets pas en cause vos bonnes intentions, mais vous ne pouvez pas penser un instant que l'Europe telle qu'elle est organisée, avec une commission dont M. Prodi a dit qu'il allait déjà rencontrer M. Clinton pour lui céder quelque chose, vous ne pouvez pas penser un instant que cette Europe-là, dans l'état où elle va faire face à la puissance américaine. Vous voyez, la nouvelle génération à laquelle vous appartenez, à laquelle j'appartiens aussi, post-68 arde, on a un grand défaut, c'est qu'on ne croit plus à la politique. Mais moi, j'y crois encore. Qu'est-ce que ça veut dire croire à la politique? Ça veut dire qu'il y a une disproportion. C'est comme l'atome, le pouvoir égalisateur de l'atome. Une disproportion fantastique entre la réalité et la volonté. Un grand pays, c'est pas un pays qui a beaucoup de population, beaucoup de moyens, etc. Un grand pays, il le devient parce qu'il l'est dans sa tête et dans son cœur. Et quand vous me parlez, vous me rappelez la phrase de De Gaulle, la politique de la France ne se fera pas à la corbeille, vous alignez des milliards, etc., etc. La France, c'est un grand pays. Parce que dans le cœur des hommes, qu'ils soient français ou étrangers, que vous alliez au Pakistan ou à Botafogo, on vous parle de la France. La France, elle a une image, la France, elle a un rayonnement, la France, elle est un exemple d'amour pour l'humanité et d'amour de l'humanité. Donc de grâce, croyez à la politique. Croyez à la politique. C'est plus concret, c'est du terrain. Mais non, c'est pas. Mais c'est la position française sur les négociations de cette que la mystique. Ce que je dis, c'est très concret. C'est que moi, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Lisez ça, c'est très bon. À soumettre notre agriculture, notre culture, notre audiovisuel, nos services. Mais qui vous dit ça? Mais attendez. Battons-nous. Attendez. Mais seuls. Attendez. Ça vaut quand même le coup. Christine Oui, O'Crane, dernier échange Arnaud Montebourg. Un article. On s'arrête là. Vite, non, on a cité assez de journaux ce soir. Qui dit l'enjeu est beaucoup plus grave qu'une simple négociation commerciale. La libéralisation illimitée des services, à la différence de celle de l'industrie, pour signifier la fin des nations, de la démocratie et de la politique. Qui a dit ça? Le penseur de François Mitterrand, Jacques Attali, pour en finir avec l'OMC. Relisez cet article. Et il lui donne
Mais là, ce qui serait intéressant, c'est de faire commenter cet échange par Arnaud Montebourg bien lui-même. sûr. Mais parce qu'Arnaud Montebourg a évidemment changé quand même de position. Lorsqu'il était d'ailleurs ministre de La question de la l'économie. souveraineté s'est réinvitée. Mais ce qu'il dit, la différence entre la volonté et la fatalité, il n'utilise pas le mot, mais c'est un peu ça qu'il décrit, est toujours intéressante parce que c'est la question qui se pose encore aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement. Eh bien, la preuve que si, on peut vouloir autrement en tout cas. On parle de Schengen à présent. Pourquoi parler de Schengen? Puisque il y a quelques semaines, Emmanuel Macron saluait l'anniversaire de Schengen. Il y a 40 ans, la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas choisissaient une circulation libre pour leurs citoyens à l'intérieur de l'Union européenne. Il dit « L'espace Schengen est une force de l'Union européenne, une garantie de liberté et de sécurité ». Ça tombe bien. J'ai cru comprendre que l'Allemagne, par exemple, était en train de remettre des contrôles aux frontières. Donc l'espace Schengen en la France a fait Allemagne, au lendemain des attentats. Donc aussi, et pendant le Covid, on a considéré que l'espace Schengen n'existait pas. 92, pas pour les virus. Schengen, Philippe de Villiers face à Alain Juppé. Mais Alain Juppé n'est pas seul. Regardez qui est à côté d'Alain Juppé. Alain Juppé ne nous a pas dit s'il était pour le démantèlement, au-delà des querelles juridiques, acte unique, accord de Schengen, etc., s'il était pour le démantèlement des contrôles aux frontières internes ou non. Mais moi, ce que j'ai sous les yeux... Si, je l'ai dit. Je peux vous répondre, M. Villiers, parce que je vais vous dire, vous m'avez interpellé sur ce point, je vais vous dire, moi je suis pour l'application des accords de Schengen négociés par le gouvernement de Jacques Chirac et pour l'application du traité de Maastricht qui nous permettra d'avoir des moyens supplémentaires de lutter contre l'immigration irrégulière en provenance de l'extérieur de la communauté. Le malheur, c'est que les accords de Schengen que j'ai ici disent ceci. Accord de Schengen, libre circulation. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué. Bien sûr, les frontières intérieures, oui, c'est la fin des contrôles aux frontières. Et la circulaire, le projet de directive qui va être discuté par le Conseil dans quelques jours, dit ceci. L'abolition de tous les contrôles, formalités, procédures, vérifications, examens, inspections, appelés ci-après contrôles aux frontières intérieures, à l'instar de l'absence des contrôles aux frontières entre les régions à l'intérieur d'un marché national. En d'autres termes, pour m'adresser aux téléspectateurs, vous prenez un quartier et puis on vous dit, voilà, à partir de ce soir, on va boucler le quartier. Il y aura des îlotiers en vélo moteur qui font le tour et qui contrôleront que vraiment les gens qui viennent sont des gens sans problème. Et puis vous, vous défaites vos serrures. Il n'y a aucun problème. Eh bien moi je dis, ça n'est pas raisonnable. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, le problème de l'insécurité, le problème de la drogue qui est en vente libre sur le marché libre d'Amsterdam, eh bien, avec les trains transnationaux, il n'y aura même pas de contrôle dans les bagages. Vous connaissez la goutte d'or, M. de Villiers? Ça n'est pas sérieux. La drogue y est déjà aussi en vente quasiment libre parce que le gouvernement français ne fait pas son travail. Une nouvelle fois, il faudrait que M. Juppé soit sur ce plateau et qu'on lui fasse commenter ce débat-là. Je pense que ce serait moins spectaculaire qu'Arnaud Montebourg, parce qu'il a moins varié, en tout cas, dans sa reconnaissance, on va dire, de changement, mais oui, c'est assez hallucinant de voir cette question de la libre circulation des biens et des personnes qui se repose à l'infini. Et en effet, vous l'avez dit, on a été percuté notamment par des attentats ces dernières années, par la question du flux de l'immigration, en l'occurrence illégale à travers l'Europe, par le manque de collaboration entre les différents États européens pour traiter cette question migratoire. Résultat, c'est Schengen qui est remise sur le tapis par beaucoup de pays. En France, ça reste un totem, en tout cas pour Emmanuel Macron, mais d'autres responsables politiques en France ont proposé. Est-ce que vous pensez que la question justement se posera en 2027 de Schengen? Je pense que certains l'imposeront dans le débat. L'imposeront dans le débat si nous avons un débat présidentiel, puisque ce n'est pas chose certaine désormais. On a eu 2 élections présidentielles sans débat présidentiel. Effectivement, vous avez eu la crise Covid et puis vous avez l'Ukraine, bien sûr. Je vous propose, parce qu'il y a Schengen, mais il y a un autre combat pour Philippe de Villiers à cette époque, c'est Maastricht. C'est blanc-bonnet et bonnet blanc pour Philippe de Villiers. Écoutez la réaction de Philippe de Villiers. On est toujours en 1992, cette fois sur le traité de Maastricht. Je dis bien 30% des emplois en Vendée sont menacés par le processus de Maastricht. On nous ment lorsqu'on nous dit Maastricht c'est l'emploi. Non, Maastricht c'est le chômage. Pourquoi? Parce que cette Europe, elle est technocratique, elle est bureaucratique. Ce sont des prélèvements obligatoires qui vont augmenter et surtout, que ce soit dans le domaine du plastique, des transports, de l'agriculture, de la pêche et de toutes nos industries de main-d'œuvre, il n'y a plus de préférence communautaire. L'Europe est le seul espace au monde qui ne soit pas protégé, où il n'y a pas de tarifs extérieurs communs.
cette protection aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose encore une fois aujourd'hui. Oui. C'est fou. L'éternel recommencement. C'est clair, c'est un jour sans fin. Un jour sans fin. Mais c'est intéressant d'avoir passé cette heure avec vous et de se replonger dans ces archives-là. Les questions qu'on a rendues interdites pendant des années se posent avec autant d'acuité aujourd'hui. C'est assez révoltant contre la classe politique. Encore une fois, ils ne sont pas obligés d'être d'accord, mais ils auraient pu au moins laisser la question se poser sereinement. Un grand merci, Charlotte Dornelas. Vous avez participé à la dernière de la saison pour les meilleurs moments de Face à Philippe de Villiers. L'occasion pour moi aussi, et je pense aux téléspectateurs, de vous remercier, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect aussi parfois sidérant de voir à quel point cette émission est devenue votre rendez-vous. L'occasion de remercier Geoffroy Lejeune, de remercier Philippe de Villiers, bien sûr, qui quitte sa Vendée chaque vendredi pour nous retrouver sur CNews et le samedi matin sur Europe 1. De remercier toute la direction qui nous laisse toute la liberté de préparer cette émission. Et donc, un grand merci à vous. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Et puis, Philippe de Villiers, ne vous inquiétez pas, vous allez le retrouver. Pour tout vous dire, pendant l'émission, je l'ai appelé. Je lui ai dit, intérêt à venir très rapidement. Il faut revenir au tout début de la saison. Merci à vous. L'heure des pros, c'est dans une seconde.